Vous êtes bien sur Sahel TV, tout de suite les principaux titres de ce journal. Il est désormais possible aux électeurs de savoir via Internet s'ils sont effectivement inscrits sur les listes électorales. La CENI a mis à leur disposition une application à cet effet. Les relations entre la majorité présidentielle et les FNDU ne sont toujours pas au beau fixe. Le forum accuse la majorité d'ingérence dans le processus électoral. Drame en Italie, des dizaines de morts et de blessés dans l'effondrement d'un viaduc à Gênes. Mesdames et messieurs, bonsoir. La CENI a créé une nouvelle application qui permet aux électeurs mauritaniens de vérifier en quelques secondes s'ils sont inscrits ou pas sur la liste électorale et de connaître la wilaya, la commune, le bureau de vote et le numéro d'ordre. Il suffit donc d'inscrire le numéro de la carte nationale d'identité dans le lien www.ceni.mr/vote/ que vous voyez donc en bas de l'écran pour savoir immédiatement si vous êtes inscrit et quel est votre bureau de vote. Les relations entre la majorité présidentielle et une partie de l'opposition réunie sous la bannière du FNDU est déjà exécrable. Elle monte en intensité à l'approche des échéances électorales. Chacune des deux parties jette la pierre à l'autre. Parmi les sujets de discorde, il y a la composition de la CENI, mais également l'implication des membres du gouvernement dans la campagne électorale pour faire un chantage aux populations selon le FNDU. Reportage de Cyril Sidibé. Le jeu démocratique met traditionnellement en opposition une majorité au gouvernail et une opposition en quête du pouvoir. La deuxième use de tous les moyens et même parfois déloyaux pour faire douter la première. La majorité, elle, jouit souvent de plus de moyens eu égard à sa position. Elle est toujours accusée d'user des moyens de l'État pour arriver à ses fins. Il est difficile de trancher entre ces deux partis qui parfois se composent, se défont et se recomposent au gré des intérêts et des circonstances dictées par des contingences. Notre paysage politique national n'échappe pas à cette configuration. Dans ses sorties médiatiques, le FNDI ne rate jamais l'occasion de tirer à boulet rouge sur la majorité. Au niveau des FNDU, nous souhaitons que les élections se tiennent dans des bonnes conditions. Des conditions qui garantissent la transparence, mais surtout l'indépendance des électeurs dans leur choix. Nous estimons que l'État, à travers l'implication des membres du gouvernement, peut changer l'issue des élections. En effet, il y a des ministres qui conditionnent l'octroi des infrastructures, moyennant le vote en faveur du pouvoir. Nous avons souhaité faire réagir la majorité, notamment l'Union pour la République, mais comme toujours, il est impossible d'arracher une interview. Faire de la politique, c'est d'abord se réclamer d'une famille politique. C'est aussi défendre les intérêts de celle-ci. Le poste ministériel est donc par essence politique. On parle de législation qui interdit aux ministres en exercice d'exercer la politique ou de faire des campagnes politiques. Par contre, nous avons une législation constitutionnelle d'ailleurs, une disposition constitutionnelle qui empêche le président de la République d'être le chef d'un parti politique. Or, hier à la télévision, nous avons vu le président de la République appeler ouvertement, en utilisant des moyens de l'État évidemment, à voter pour un parti politique en campagne électorale. Donc il s'agit déjà d'une campagne électorale avancée. Et ça, à mon avis, c'est ce qui est beaucoup plus condamnable. Quoi de plus normal? Une opposition qui s'oppose et qui s'affirme dans cet antagonisme d'une part, et d'autre part, une majorité qui se déploie pour conserver le pouvoir est une dialectique inhérente à la sphère politique. Seules des institutions fortes peuvent départager ces deux camps. Parmi celles-ci, la Commission électorale nationale indépendante, la CENI, elle est plus que jamais attendue au tournant, d'autant plus que les élections législatives, régionales et municipales, c'est dans quelques semaines. Améliorer les conditions de vie des citoyens du Hawd Sharqi, c'est l'objectif déclaré du président Mohamed Ould Abdelaziz, qui se trouve en ce moment à Naama. Au cours d'une réunion avec les cadres, les élus, les représentants des organisations des éleveurs et les acteurs de la société civile de la wilaya,
Il a échangé sur des projets dans les domaines de la santé, de l'enseignement, des routes et de l'électricité qui seront mis en œuvre pour atteindre ce but. Le gigantesque projet du Dhar était au centre de ces échanges. Selon le chef de l'État, ce projet mettra fin à la soif dont a souffert pendant longtemps cette wilaya. En poste depuis 2014, Joël Meyer, ambassadeur de France, quittera la Mauritanie à la fin de l'année. Il aurait dû partir en 2017, mais faute d'affectation, il avait été reconduit dans ses fonctions. Très actif, il a œuvré pour que le Quai d'Orsay retire la ville de Chinguetti de sa zone rouge, formellement déconseillée aux voyageurs. Pierre Thénard, directeur des relations internationales à l'ENA en France et ex-consul général de France à Tanger, se positionne pour lui succéder. Nous le disions donc dans les titres, un viaduc d'autoroute s'est effondré aujourd'hui près de Gênes, cité portuaire du nord de l'Italie. La catastrophe a fait au moins 35 morts. Quelques 300 pompiers ont été envoyés sur place avec des chiens renifleurs pour localiser des survivants. Pour l'instant, 4 rescapés ont été extraits des décombres. Nous donc continuons avec les Mali. Les résultats finaux de la présidentielle au Mali ne seront connus que dans quelques jours. En attendant, on connaît déjà les chiffres de la participation au premier tour du 31 juillet, qui est le véritable enjeu de ce scrutin. Le chaos annoncé par les groupes djihadistes du nord du Mali n'a finalement pas eu lieu, malgré quelques opérations menées. Ils n'ont pas pu réellement déstabiliser l'organisation des élections sur le territoire national. Un reportage, ou plutôt un récit de Ndeye Sow City. D'après les chiffres officiels du gouvernement malien, les régions où le taux de participation aurait été le plus fort lors du premier tour de la présidentielle du 31 juillet se trouvent au nord du pays. Il est de 56% dans la région de Tombouctou et de 63% dans celle de Gao. La région de Kidal atteint un record avec 89% de participation. Le candidat de l'opposition au Mali, Soumaïla Cissé, a rejeté hier à l'avance les résultats du premier tour de la présidentielle, entachés selon lui de fraude, et a appelé la population à se lever. D'ores et déjà, nous rejetons les résultats, a déclaré le QG de son parti. Cissé, opposé dimanche au président sortant Ibrahima Boubacar Keïta, j'en appelle à tous les Maliens à se lever. Nous n'accepterons pas la dictature de la fraude, a-t-il ajouté. La communauté internationale suit avec intérêt l'élection présidentielle dans ce vaste pays du Sahel, toujours confronté à la menace djihadiste malgré 5 années d'intervention militaire internationale. Par ailleurs, dans différents communiqués, des groupes djihadistes du nord du Mali avaient rejeté l'organisation de la présidentielle. Ils avaient même menacé d'empêcher le déroulement du scrutin. Certes, quelques actions ont eu lieu, mais les élections se sont cependant tenues. Le nouveau président du Mali aura fort à faire pour redresser ce vaste pays en proie à la violence djihadiste. Au Burkina Faso et plus précisément dans l'est du pays, 6 personnes dont 5 gendarmes ont été tuées samedi dans une attaque terroriste. La révélation en a été faite aujourd'hui. 4 gendarmes et un civil ont été tués par l'explosion d'une mine qui a fait sauter leur véhicule à 100 km de Fada Ngoma, chef-lieu de la région de l'Est. Un autre gendarme a ensuite été tué dans une fusillade avec les assaillants, selon un communiqué du ministère de la Défense. Le Burkina Faso est confronté depuis 3 ans à des attaques de plus en plus fréquentes et meurtrières. Et au Cameroun, l'International Crisis Group estime que Boko Haram est affaibli, même si ce mouvement djihadiste constitue encore une menace. C'est ce qui ressort de son nouveau rapport intitulé « Extrême Nord du Cameroun, nouveau chapitre dans la lutte contre Boko Haram ». En 2 ans, le nombre de victimes civiles et militaires de ce mouvement a baissé de 40%. Un récit de Hamallah Diakana. Boko Haram serait-il en train de perdre du terrain dans l'extrême nord du Cameroun? C'est en tout cas la quintessence d'un rapport que vient de publier l'ONG internationale Crisis Group consacré à la lutte contre la nébuleuse terroriste dans le septentrion camerounais. S'il est vrai que le mouvement constitue encore une menace à la paix et la stabilité, le groupe s'est affaibli, affirme l'organisation. Une perte d'influence qui trouve son origine dans la baisse du nombre d'attaques du mouvement et les échecs récurrents des attentats suicides. L'ONG signale également que seules quelques centaines ou un millier, tout au plus, sur les milliers de Camerounais qui ont rejoint Boko Haram entre 2012 et 2016, appartiennent encore à ce mouvement. L'ONG interpelle donc le gouvernement camerounais
à mettre en place une politique de soutien aux anciens membres de Boko Haram qui pourrait aider à fragiliser le mouvement en dissuadant les combattants camerounais encore actifs. Après plusieurs jours de discussion, Malte a donné son accord aujourd'hui pour laisser l'Aquarius et ses 141 migrants accostés. Après donc un accord pour les répartir dans plusieurs pays européens, c'est ce qu'a annoncé Joseph Muscat, le Premier ministre maltais. Malte va donner à l'Aquarius la permission d'entrer dans ses ports, même s'il n'a pas l'obligation légale de le faire. Toutes les 141 personnes à bord seront réparties entre la France, l'Allemagne, le Luxembourg, le Portugal et l'Espagne. L'Aquarius cherchait un port d'accueil jusqu'à aujourd'hui, avant que Malte, d'abord réticent, ne se décide finalement à le laisser accoster. Et en Afghanistan, la bataille de Ghazni fait rage entre les talibans et les forces gouvernementales. L'ONU s'inquiète du sort des civils. Les combats pour le contrôle de la 7e plus grande ville afghane dans l'est du pays ont fait en 4 jours au moins 100 morts au sein des forces de sécurité, près du double chez les talibans. Quelques 194 talibans ont été tués, 147 blessés. Le gouvernement afghan affirme garder le contrôle des principaux bâtiments publics de Ghazni, qui est situé à environ 2 heures de route de Kaboul, mais des habitants décrivent des talibans déambulant dans les rues. Selon donc le New York Times, les talibans contrôlent également plusieurs zones rurales autour de la ville, ainsi que des routes d'accès. Et ce sera tout pour ce soir. Voici le rappel des principaux titres. Il est possible aux électeurs de savoir via Internet s'ils sont effectivement inscrits sur les listes électorales. La CENI a mis à leur disposition une application à cet effet. Les relations entre la majorité présidentielle et les FNDU ne sont toujours pas au beau fixe. Le Forum accuse la majorité d'ingérence dans le processus électoral. Drame en Italie, des dizaines de morts et de blessés dans l'effondrement d'un viaduc à Gênes. Merci d'être resté avec nous. Excellente fin de soirée sur Sahel TV.